Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro. Cette semaine, on donne la parole à l'association d'épuration des eaux usées de la Côte. La direction a annoncé son intention d'abandonner le projet de STEP régional à Gland. En plateau, le président Yves Raymond nous explique les raisons. L'image de la semaine, on la découvre ensemble. La voici, le complexe multisport de Colovray. Lundi soir, le conseil communal de Nyon a accepté d'accorder un crédit d'études pour la première étape du projet. Une bonne nouvelle pour les sportifs et clubs de la région. Jeudi, vous le savez, c'est journée dédiée aux élections communales. Sur notre plateau, honneur au PLR nyonnais et à ses deux municipaux sortants, Roxane Farolinares et Maurice Gué. La STEP régionale pourrait ne jamais voir le jour. La direction de l'association d'épuration des eaux usées de la Côte a annoncé son intention d'abandonner le projet à Gland. Cette décision devra être validée par le conseil intercommunal au début de l'année 2021. Yves Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'APEC, alors expliquez-nous pourquoi cette décision. Alors, cette décision découle de la décision du conseil communal de Nyon par la voie de son amendement lors du dernier conseil, qui, d'un côté, adhère à la structure régionale, mais d'un autre côté, avec son amendement, dit non. On a un oui, mais non. Alors, oui, mais justement, la condition, c'était que le crédit d'investissement de 7 millions ne serait versé qu'une fois l'affectation du terrain glandois du Lavasson légalisé. Vous comprenez que ça inquiète parce que ce terrain n'est pas légalisé? Alors, aujourd'hui, le terrain n'est pas légalisé, malheureusement, parce qu'il avait été légalisé, on aurait déjà planté d'autres jalons dans notre projet. Et la réponse de Nyon, ils veulent bien venir, mais à la fin du processus. Si le processus n'aboutit pas immédiatement, pour nous, ça nous crée un gros problème de gestion de la STEP actuelle, puisque nous avons une STEP qui a quand même plus de 40 ans d'exploitation aujourd'hui, qui est censée traiter les 40 000 équivalents, c'est sa capacité, disons, normale, et actuellement, nous en traitons plus de 43 000. Donc, le temps presse, ça devient urgent de pouvoir démarrer notre projet. Et à l'issue du courrier de la municipalité de Nyon expliquant la votation du conseil, le comité de direction a pris la décision de se retirer du projet de STEP unique et de partir tout seul. Alors justement, partir tout seul, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous vous rabattez sur le projet APEC 45. Rappelez-nous en quoi il consiste. Voilà, alors le projet APEC 45, si on veut bien, c'est le projet initial de l'APEC, c'était de déplacer sa station d'épuration de la Dulive au lieu d'île Lavasson pour une capacité future de 60 000 équivalents habitants environ, avec possibilité de l'augmenter dans les 20 à 50%, c'est-à-dire passer plus ou moins à 90 000 équivalents habitants. Tandis que la régionalisation, c'était de partir immédiatement avec 120 000 équivalents habitants et passer dans le futur avec 50% de plus, c'est-à-dire à 180 000 équivalents habitants. Alors, les données sont un peu différentes en termes de superficie et de construction, ce qui fait que nous sommes obligés aujourd'hui de partir rapidement pour essayer d'atteindre l'objectif de mettre en chantier la STEP dans les années 2025-2026. Pourtant, vous avez défendu avec ferveur cette STEP régionale. Aujourd'hui, le fait qu'elle ne se fasse pas, j'ai l'impression que ça soulage tout le monde. Alors oui, on l'a défendu pour deux raisons. La raison principale, c'est qu'au niveau coût d'exploitation, ça rabaissait légèrement le coût par habitant pour tous les habitants de la région. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était aussi un vœu du département cantonal de l'environnement de régionaliser encore plus et faire le moins de steps possible. Nous sommes partis dans cet exercice il y a à peu près 8 ans en arrière, et aujourd'hui on remarque que la machine a de la peine à décoller, tandis que notre but aujourd'hui, c'est de partir sincèrement, nous, APEC, que l'on connaît avec les 21 communes, où nous avons déjà pas mal de
d'avance avec les différentes études. Sachant justement que Nyon ne fait plus partie du projet, est-ce que vous ne craignez pas justement une avalanche d'autres communes qui pourraient se retirer également? Alors, les communes de l'APEC, elles ne peuvent pas forcément se retirer. C'était surtout les nouvelles communes, les 9 communes comme Nyon, Prangin, Gingin-Chezeret, des communes de l'association A et B, c'est les 9 autres communes qui ne viendraient pas. Justement, le fait que ces communes seraient appelées par Gland a créé aussi une steppe régionale de leur côté, avoir quelque part 2 steppes régionales. C'est quoi? C'est une rivalité, la bonne solution finalement? De quel œil est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas parler de rivalité. Je pense que c'est plutôt une bonne... Pour moi, je préfère avoir une solution à 2 pôles, parce qu'on divise d'abord le risque. Hein. Si une steppe tombe en panne, l'autre au moins elle fonctionne. Ça serait très rare qu'elles tombent les 2 en panne à la même période, au même moment. Maintenant, Nyon a d'importants travaux à faire aussi pour mettre à niveau sa steppe, pour traiter les micropolluants, que ce soit la dénitrification et le traitement des micropolluants. Ça a aussi un coût, il ne faut pas le négliger. Et nous, ça aura aussi un énorme coût, puisqu'on doit construire une nouvelle steppe qui, elle, ne sera pas entièrement subventionnée, puisque le subventionnement sera seulement sur les micropolluants. Mais là aussi, vous y gagnez, puisque la steppe coûtera 60 à 65 millions plutôt que 98 000 prévus. Les 98 millions prévus. Voilà. Alors, le gros des travaux, il y a des travaux d'infrastructure, c'est la porte d'entrée de la steppe, qu'elle soit petite ou grande, c'est à peu près le même dimensionnement. Après, c'est la grandeur des bassins de biologie. Là, on peut réduire drastiquement, on aura 2 lignes d'eau au lieu d'en avoir 3 ou éventuellement 4. Il y a un peu moins de construction, des machines peut-être un petit peu plus petites. Ça, les études vont le déterminer. Vous nous disiez justement qu'il y a urgence. Le prochain step, j'ai envie de dire, c'est lequel? Alors nous, l'urgence, c'est que, disons, dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse démarrer les travaux 2024-2025. Il y a pour 1 année et demie à 2 ans de travaux, comme pour construire une steppe. Il y a la canalisation de liaison entre la steppe actuelle et la future steppe pour monter les eaux à traiter, redescendre les eaux, les turbines pour fabriquer de l'énergie. Et puis surtout, l'avantage que nous avons gardant notre lieu à la Dulive, c'est que l'eau traitée utilisera la même canalisation que nous avons actuellement. Il n'y a pas besoin de la redimensionner, elle est suffisante, parce qu'à l'époque, quand elle a été conçue avec des eaux non séparées, donc le volume est suffisant. Et puis, on évite de retraverser des propriétés privées, de refaire tous ces travaux, ces gros travaux sur les rives du lac. Il faut enfin que le projet passe devant le Conseil, surtout commencer par ça. Et là, c'est prévu pour quand? Aujourd'hui, nous avons décidé de présenter un préavis, d'abord de retrait de ce qu'ils avaient voté au mois de juin. Ensuite de ça, dans ce préavis, il comportera un volet financier qui permettront de lancer les premières pré-études, de sélectionner les bureaux techniques et d'ingénieurs nécessaires pour la conception de la steppe. Et c'est un crédit qui avoisine, grosso modo, je donne un chiffre à la louche parce qu'on n'a pas encore les montants exacts, mais c'est un montant de l'ordre d'1 million pour le premier crédit. Et on pourrait voir donc ce projet voté pour quand? Alors, le Conseil se déterminera le 7 février là, sur ces montants-là et sur notre manière de partir. Et puis ensuite, il y aura le choix des premiers bureaux qui vont lancer les études, apporter, je pense, d'ici 1 année et demie, on doit pouvoir demander le crédit d'études, le vrai crédit d'études pour arriver au crédit final de construction. Yves Raymond, président de l'APEC, merci beaucoup de nous avoir apporté ces précisions. Voilà, merci. Je veux peut-être encore préciser que le temps nous est compté, puisqu'il ne faut surtout pas que notre steppe tombe en panne. On investit encore passablement d'argent pour la maintenir à niveau, mais si on doit attendre 10 ans, on ne pourra plus traiter nos eaux comme on doit le traiter convenablement. Autrement dit, le politique pend du train, c'est le message que vous essayez de faire passer aujourd'hui. Il faut que ça aille vite. J'essaye de faire passer le message pour que ça aille le plus rapidement possible. Mais parfois, il y a des délais à respecter, que ce soit tant au niveau des dépôts de demande d'autorisation, les recours possibles, les oppositions, les recours éventuels.
On espère le moins possible. Yves Raymond, président de l'APEC, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Comme de coutume, en fin d'année, le quotidien La Côte dévoile les 10 nommés à la course au titre de personnalité La Côte 2020. Qui succédera à Flavie Capozzi? La réponse vous appartient à la maison, bien sûr, et on en parle avec le rédacteur en chef adjoint, Gilles Bieler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, des personnalités Covid-compatibles? Des personnalités des personnalités de la région, elles sont Covid-compatibles. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais alors en tout cas, c'est clair que ce virus a quand même imprégné toute l'année et les choix des personnalités, à commencer par la personnalité de la rédaction, le prix de la rédaction. Alors on va en parler d'ici quelques instants, mais cette QV 2020, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle est variée, elle est diverse, il y a du terroir, il y a des personnalités extraordinaires, des personnalités plus discrètes mais indispensables, des stars aussi. Alors là, on les voit tous à l'image, ils sont voilà. 10. Ils sont les 10 là. Il y en a qui vont sous l'eau, il y en a qui font du graffiti. Enfin, c'est aussi divers que peut l'être notre région, en fait. Alors, il y aura du choix. Là, forcément, les sportifs ou même les artistes ont eu peu l'occasion d'exprimer leur talent en 2020. C'est ce qu'on disait, hein, à cause de cette fameuse petite grosse bête. Du coup, sur quels critères est-ce que vous avez basé vos choix? Toujours les mêmes, des personnalités qui ont marqué l'actualité de l'année et des personnalités qui nous ont touchés, qui ont une résonance quand même particulière dans la région. Les critères n'ont pas tellement changé. Alors effectivement, en culture ou en sport, c'était un peu plus difficile de se profiler en 2020. On en a quand même trouvé. Mais on n'a pas eu tellement de peine que ça à trouver les 10 nommés. Alors il y en a 2 de moins que les autres années, mais c'est même pas tellement à cause d'un manque de papables. La liste de base était riche. Ouais, mais par exemple, alors si on prend l'exemple, je ne sais pas, Yann Lambiel, qu'est-ce qu'il a fait cette année de remarquable? Il a reçu le prix de la ville de Morges, le prix culturel, le mérite culturel de la ville de Morges. C'était l'occasion aussi pour saluer quelqu'un qui vit vraiment dans la région depuis une bonne vingtaine d'années, qu'on voit partout dans la région, qui crée ses spectacles. Le dernier, c'était à Cossonay, il en a créé aussi à Beausobre. Enfin, il y a une accroche d'actu, comme on dit, pour aussi saluer la carrière de ce qui est quand même une des stars de l'humour roman. Et puis là, l'image, Katila Labarre, on sait le projet de l'usine à gaz, c'est une façon de soutenir aussi tout ce projet qui est en train d'éclore à Nyon. Oui, elle est la présidente de l'association de l'usine à gaz dans un moment extrêmement particulier pour l'usine à gaz parce qu'il se passe ce qui se passe cette année, mais aussi parce que l'usine à gaz aura une deuxième salle l'année prochaine. Et c'est aussi l'occasion de saluer les bénévoles qui s'engagent. Ces bénévoles, je parlais de gens discrets, Katila Labarre est quelqu'un de discret, mais elle est très impliquée dans plein de choses en tant que bénévole, notamment l'usine à gaz. Et parce que vous dites le mot bénévole, c'est aussi ces gens-là, les bénévoles, les soignants, que vous admettez être les grands absents finalement de toute cette liste, mais vous les récompensez au travers du prix de la rédaction, c'est ça? On pouvait décemment pas tous les nommer. On aurait eu 27 ou 32 ou 19 nommés rien que sur tous ces gens qui sont engagés ou qui s'engagent encore ces derniers mois et avec cette deuxième vague. Il y a Nyon Solidarité Coronavirus, il y a les scouts, il y a à Morges, il y a quelqu'un qui a fait une liste sur Internet, morgien.ch, pour lister à peu près toutes les bonnes volontés. Les bonnes volontés, c'était vous, c'était moi, c'était tout le monde. Donc il fallait qu'on trouve un moyen de tous les remercier, de tous les mettre en avant, et c'est le prix de la rédaction. D'habitude qu'on dévoile à l'ADER durant notre soirée. Et là, on l'a fait tout d'abord pour bien expliquer les choses. Enfin, on pouvait pas, on aurait forcément oublié quelqu'un, on préférait marquer le coup différemment. Alors, comme toujours, le vote se déroule en 2 tours, le premier jusqu'au 31 décembre, donc faites votre choix, et le second en janvier avec les 5 finalistes. Qu'en est-il des récompenses et surtout une cérémonie plutôt virtuelle? On peut l'imaginer comme ça ou non? On ne peut pas l'imaginer. Ouais. Franchement, pour tout dire, on a une séance demain pour savoir comment est-ce qu'on va l'organiser, cette cérémonie le 9 février. Actuellement, très vite, les théâtres vont rouvrir pour 50 personnes, donc on pourrait le faire au Casino de Rolle le 9 février comme prévu, mais le 9 février, c'est encore tellement loin avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, donc
Franchement, ce sera en février. Les votes marchent très bien. On est déjà à plus de 2000, près de 2000 votes pour le premier tour. C'est serré il y aura ou pas? quelque chose. C'est serré pour les 2 premières places et très serré pour les places ensuite. Il y a quand même un duo de tête qui se détache. Ça, on le saura à la fin de l'année. Tout reste à faire. Et enfin, un mot sur l'opération de fin d'année que vous avez lancée avec le quotidien. Expliquez-nous un petit mot. Alors, là aussi, c'est compliqué. On a une actualité qui d'habitude est assez riche culturellement, assez riche de belles choses, de bonnes choses, et puis qui est un peu plus austère, un peu plus aride ces temps. Alors, on a décidé de proposer des rendez-vous, que ce soit gastronomiques, avec de l'humour, avec des contes. Il y a Blaise Hoffman, l'écrivain morgien, et Sarah Bovel, l'illustratrice glandoise, qui vont nous goupiller un joli conte pour Noël. Enfin, des tas de petits rendez-vous d'ici la fin de l'année à découvrir. Vous avez fait cet appel en vidéo. Gilles Bieler, vous vous lancez dans une carrière de youtubeur, c'est ça? Forcément, oui. Non, je ne pense pas, non. De quoi le faire surtout en bonne humeur. Gilles Bieler, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci, à bientôt. L'espoir de voir accueillir le nouveau complexe sportif de Collovray se confirme. Une belle majorité du conseil communal de Nyon a accepté lundi soir un crédit d'études de quelques 3 millions de francs, et ce, malgré des oppositions d'une partie du PLR et de l'UDC. Andrea Braslopo et Florent Cavalieri. Le résultat des votes est 53 oui, 26 non et 3 abstentions. Les conclusions du préavis 192 sont acceptées. Aujourd'hui, c'est un message fort que le conseil communal a donné. C'est un message de confiance dans l'avenir, et les enjeux, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cet endroit, comment on allait se projeter dans l'avenir. Il faut rappeler que c'était le crédit d'études et non un crédit de réalisation, mais c'est un crédit qui est important parce qu'il permet de se projeter. La majorité de la commission était inquiète quant à de nombreux points concernant cet objet. Le fait que l'objet est traversé par la route suisse, qu'on nous a promis qu'on gommerait la route, ce qui ne nous paraissait pas très réaliste. Le problème de financement qui était, on n'avait pas le début d'une piste pour le financement. Il y a un besoin, il y a un véritable besoin. Ce monde sportif, c'est des milliers, on parle finance, c'est des milliers d'heures qui sont offertes gratuitement pour le bon fonctionnement de la ville. On sait que les sportifs ont besoin d'avoir des endroits où s'entraîner, que ce soit les jeunes, les personnes âgées ou l'élite. Voilà, mais maintenant d'autres communes font aussi des salles de sport pour moins de la moitié du budget. À partir de là, on peut se demander si c'était vraiment le meilleur des projets. Au vote final, ce rapport de majorité n'a pas été suivi, et au regard des chiffres, il n'a pas été suivi, notamment par la droite. C'est parce qu'on est libre de nos votes. À droite, il n'y a pas des ordres, on ne doit pas suivre forcément le rapport. Voilà, chacun est libre de faire son choix. Est-ce que ce report de projet n'était pas finalement dire non à ce projet? Non, je pense que si on avait voulu dire non, on n'aurait pas eu peur de dire non. La réalité politique, c'est qu'aujourd'hui, dire qu'on ne veut pas maintenant, c'est qu'en fait on enterre le projet. C'est ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui en proposant un oui. En plus, certains mettaient en avant que même le rapport de minorité était un peu fébrile. En réalité, il n'était pas fébrile, mais il posait des réelles questions au niveau du financement pour dire que, effectivement, la période est compliquée, il faut faire attention, mais il ne faut pas dire non à ce type de projet, parce que sinon on dit non simplement à l'avenir, en fait. Notre région, elle est privilégiée. Nous avons un tissu économique très diversifié, très solide. Nous sommes le district qui a la meilleure expansion de pratiquement toute la Suisse. Et ne pas oser aujourd'hui prendre un engagement pour le monde du sport, pour des dépenses qui sont finalisées en 2025, mais c'est un signal incroyablement négatif. Pour moi, c'est un oui mais, parce que je pense que le syndic est très optimiste quant à la situation économique à venir. Et moi, je ne partage pas du tout son opinion. J'espère que j'ai tort et qu'il a raison. Je pense que c'est dangereux de se lancer maintenant dans des investissements énormes. On a un problème d'autofinancement, on a un problème de dette, il ne faut pas le nier. Nyon est une ville-centre, et pourquoi est-ce que c'est toujours le contribuable nyonnais qui doit payer pour toute la région? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est juste? Moi, je pense que non. Enfin, la période morose actuelle, due au Covid, ne doit pas nous faire peur.
mais au contraire nous inciter, ça a été dit aussi, à être anticycliques dans nos dépenses d'investissement. On nous a sorti l'argument anticyclique. Alors, évidemment que c'est très séduisant d'être anticyclique, mais il faut être réaliste. Et tout cet argent ne bénéficiera pas aux entreprises nyonnaises. Aujourd'hui, c'est assumer ce que Nyon souhaite représenter dans la région. Et c'est un projet qui est ambitieux, mais qui sera, je pense, tellement important pour l'avenir et pour les jeunes générations et même pour tout le monde. En fait, passer un projet très inclusif et ce sera très très beau. Désormais, quel est le calendrier pour cette halle multisport ? Alors, l'exécutif nous a dit dans 2 ans que le crédit d'études serait terminé, enfin serait épuisé, et que dans 2 ans, donc, on revotera pour voir si on a la possibilité de concrétiser l'essai. L'exercice politique à l'échelon communal ne séduit plus. Les partis peinent à recruter des citoyens. Et pour en parler sur notre plateau, Pierre-Alain Bringolf, président du conseil communal de Gland, bonjour. Et bonjour. Daniel Bujard, président du conseil communal de Prangin, bonjour. Bonjour. Daniel Bujard, à 3 mois des élections communales, même plus rapidement finalement, quelle est la situation à Prangin ? Elle se présente, moi je ne peux pas parler au nom de tous les partis, mais enfin d'une manière globale, elle se présente de manière un peu compliquée, de par le fait que voilà, on est en situation tout à fait exceptionnelle au niveau sanitaire, on est dans l'impossibilité d'organiser les débats publics, les partis tentent de se débrouiller avec les moyens du bord, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est une situation qui péjore beaucoup une situation qui au départ est déjà compliquée puisqu'il y a une érosion effectivement en termes de personnel communal. Ça se vérifie à l'échelon du canton d'une manière globale. Je disais, les élections sont dans 3 mois, le dépôt des listes avant, dans une 50aine de jours à peu près. Du côté de Gland, la situation, elle est un peu comme à Prangin, compliquée ? Elle est relativement compliquée également. Pour l'instant, du fait des mesures, la campagne n'a pas pu se dérouler de façon traditionnelle où les gens avaient beaucoup plus de contacts en tête-à-tête et voire faisaient du porte-à-porte ou étaient présents lors de manifestations organisées au sein de la commune. Donc tout ceci est devenu impossible. Et pour le moment, d'après ce que j'ai entendu au sein des différents partis, un certain renouvellement se fait au niveau des candidats, mais uniquement à travers les réseaux personnels des personnes qui font partie des différents groupes politiques. Et je pense que ce serait souhaitable d'avoir une ouverture plus grande au niveau représentativité de la population plutôt que d'avoir simplement des amis d'amis qui viennent rejoindre des groupes politiques. Ce sont 75 sièges qu'il faut remplir aux législatives du côté de Gland, 55 du côté de Prangin. Pourquoi est-ce qu'on peine à les remplir, ces sièges ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a un désintérêt effectivement de la chose politique d'une manière générale. On sent à travers les nouvelles générations un manque d'intérêt aussi par rapport à la chose politique. Et puis on voit de plus en plus, ça s'est vérifié notamment lors des dernières élections fédérales, qu'il y a une espèce de synergie qui est en train de s'installer entre la société civile et le monde politique. Je pense notamment à la fameuse initiative sur les entreprises éco-responsables, où ça vient effectivement du milieu privé. Donc je pense qu'il y a une espèce de synergie qui se met gentiment en place. Et effectivement, ça, c'est positif. De mon point de vue, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je pense, enfin ça c'est mon point de vue, je pense que c'est l'avenir. Ça va se jouer là-dessus, effectivement, de plus en plus. Pierre-Alain Bringolf, les raisons de ce désintérêt, est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est peut-être chronophage aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut choisir un parti, ce sont des raisons que vous comprenez ? Oui, probablement, c'est ce qui rebute à première vue les gens, mais au fond, tout dépend de l'engagement et du degré d'engagement qu'on veut faire. La chronophagie dépend évidemment de ce qu'on veut y consacrer. À la base, par exemple pour Gland, on a 8 séances du conseil. Si on prend en compte les séances de préparation et puis quelques séances de commission, je ne pense pas que ça corresponde non plus à un temps si important que ça pour, on va dire, un conseiller normal. Allez, si on veut donner envie aux gens de sa commune d'intégrer le conseil communal, qu'est-ce qu'on peut leur dire du côté de Prangin notamment ? Pourquoi c'est important finalement de participer au conseil communal ?
C'est important parce que vous participez d'une part à la vie de la commune, et puis il y a une chose qui est très importante et que les gens doivent comprendre. Finalement, la commune, dans le système politique suisse, c'est vraiment la cellule de base, j'allais dire. C'est à partir de là que tout s'organise et que tout s'organise en cascade. Et c'est extrêmement important de la part des citoyennes et citoyens, hormis l'étiquette politique, ça c'est encore un autre problème. Effectivement, il y a des problèmes qui sont liés à la visibilité, mais c'est vraiment à partir de là qu'on peut organiser toute la vie politique d'une commune. Qui dit vie politique, il dit, je ne sais pas, achat d'une nouvelle balayeuse, fonctionnement institutionnel pour une crèche, j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment ce qui concerne la vie globale dans son intégralité. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cette tâche attractive, un peu plus sexy, si on peut dire comme ça? Je pense que les gens qui ont une conscience... Beaucoup de gens ont envie de faire bouger les choses dans leur ville ou dans leur village ou dans leur commune. Et je pense qu'au fond, et beaucoup d'ailleurs s'engagent au sein de différents mouvements associatifs et autres, ce qui est déjà extrêmement bien. Mais il y a un deuxième pied au niveau de la société civile, et ce sont les institutions. Et le conseil communal est vraiment le pilier au niveau local. Et moi je dis plutôt que d'aller grommeler dans son coin et dire oui, ils n'ont pas fait ci ou pourquoi ils ont fait ça, je pense que c'est vraiment l'occasion pour tout un chacun de s'engager et d'être au cœur vraiment de l'action et de faire des propositions surtout qui soient constructives et qui peuvent profiter à tout le monde. Et cette année, il y a un problème en plus. Une donnée à prendre en compte, c'est le Covid avec la campagne qui est compliquée. Du côté de Gland, on va lancer la campagne tout prochainement. Expliquez-nous un petit peu pourquoi est-ce qu'il a fallu faire ça. Absolument. Oui, alors on était parti sur quelque chose de très traditionnel au mois de septembre pour faire une séance publique d'information. Et puis avec les mesures fin octobre qui ont été décidées par nos autorités, tout ça est tombé à l'eau. On ne pouvait pas faire des réunions publiques avec 50, 60, 80 personnes. Donc on est parti sur un plan B qui était en deux parties. Nous avons d'abord fait un flyer qui, je crois, vient d'être distribué dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de Gland. C'est ce que vous avez à la main. Et puis, il y aura également une campagne d'affichage. Et également, sur le site de la commune ainsi que sur les réseaux sociaux, nous allons mettre en ligne une présentation PowerPoint plus détaillée, mais également une série de clips de présentation de qu'est-ce que c'est le conseil, les activités du conseiller. Et puis ensuite, chaque groupe politique aura une capsule qui lui permettra d'expliquer et d'attirer évidemment des candidats au sein de leur groupe politique. Oui, c'est ça. On revoit un peu sa manière de faire pour attirer les gens. Du côté de Prangin, est-ce qu'il y a eu la possibilité justement de faire peut-être des clips ou de faire quelque chose autrement, puisqu'on ne peut pas aller directement à la rencontre du citoyen? On est confronté au même problème, à la même thématique. Et chaque parti fait sa cuisine, j'allais dire, dans son coin, par définition. Je sais qu'un des partis va utiliser un camping-car, je crois, pour essayer de sensibiliser la population à des thématiques liées à la commune. D'autres vont utiliser Zoom. Enfin voilà, on est obligé de se réinventer par rapport à une situation qui est effectivement compliquée, parce qu'à la base, effectivement, il était question d'organiser des réunions publiques pour sensibiliser la population, des outils un peu traditionnels. Et je pense que... Alors, ça, c'est ma vision plutôt positive. Ce Covid nous apprend, ou nous oblige, en tout cas, à nous réinventer au niveau politique. Alors, ça demande un effort considérable de la part des différents partis. Mais voilà, on est confronté à une réalité qui est implacable. Rapidement, et pour terminer, si quelqu'un serait intéressé à participer à la vie de sa commune, comment il doit faire ? Il doit contacter, regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui, déjà pour commencer, prendre contact avec les différents groupes politiques existants dans la commune. Ça se fait via, chez nous, le site de la commune de Prangin, où là, vous avez toutes les informations qui sont à disposition. Après, il faut lire et regarder la télévision, notamment LRTV, et lire la presse, puisqu'il y a des campagnes d'information qui sont organisées par les partis respectifs. On va finir avec cette question, Pierre-Alain Bringolf. Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire partie du conseil communal de Gland, par exemple, ou est-ce que monsieur et madame, tout le monde peut venir? Je pense qu'il n'y a aucun prérequis. Il ne faut surtout pas penser qu'il faut être un grand orateur pour faire partie du conseil.
Au contraire, je pense que des gens de dossier, des gens qui ont envie d'amener leurs propres compétences sont vraiment les bienvenus et peuvent vraiment œuvrer de façon extrêmement efficace au sein d'un conseil, de par les propositions qu'ils vont présenter et qui sont représentatives également de l'environnement autour du quartier, par exemple, dans lequel ou dans d'autres communes du village ou de la commune dans laquelle ils habitent. Et aimer sa ville, peut-être, c'est le plus important. Alors, en ce qui concerne Prangin, moi, j'ai pas de difficulté avec ça, parce que c'est vrai que c'est un magnifique village. Et je crois que d'une manière globale, il est très apprécié par ses habitants. Mais c'est peut-être une raison de plus, justement, de l'aimer encore un peu plus que de s'engager en politique, puis quelque part de faire vivre la cité. On espère que cette cité pourra continuer à vivre. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau. Merci de votre invitation. C'est tout pour cette semaine, un plaisir d'avoir été en votre compagnie, plus que 14 jours avant Noël, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À très vite.